Voilà, coucou, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo avec donc la fameuse bonne nouvelle, qui pour le moment est une bonne nouvelle, hein, c'est que bien sûr on a maintenant un nouveau président américain, bien sûr, un président américain. Nous le français, ça sera que dans 2 ans qu'on va en changer ou même le garder. On ne sait pas encore pour nous. Mais pour les Américains, eux, ils ont décidé de changer de président. Enfin, ça s'est joué ça va être un peu dur. Pour ceux qui ont voté pour l'autre, et pour ceux qui ont voté pour Biden et Harris, ça va tout changer. Mais avant cela, je vais donc vous expliquer d'abord comment ça s'est déroulé ces élections, alors avec la règle des élections présidentielles américaines. Voilà. Avec ma casquette américaine. Alors, ma casquette américaine me dit que l'élection présidentielle américaine permet de choisir le président et le vice-président des États-Unis d'Amérique. Président et le vice-président, soi-disant le Premier ministre, l'équivalent chez nous du Premier ministre. Compris? Le choix des candidats, la désignation des grands électeurs et l'élection dure environ 1 an. Voilà, tout commence déjà 1 an avant l'élection. Il existe plusieurs conditions pour être candidat à la présidence des États-Unis. Je vais vous les marquer ici. Alors, je vais essayer de les marquer correctement. Alors, il faut avoir 35 ans, plus de 35 ans. Il faut être bien sûr citoyen américain. En raison de cette condition, l'acteur Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie, ne peut pas être candidat à la présidence, car il est né en Autriche. Voilà, donc déjà, lui, il ne sera jamais président, mais il a quand même été gouverneur de Californie. Il faut avoir résidé aux États-Unis pendant combien de temps 14 ans. Voilà, il faut avoir passé 14 ans aux États-Unis. Voilà, pour apprendre à bien parler en anglais, surtout pendant 14 ans. Voilà, donc il faut âger donc 35 ans, américain, 14 ans aux États-Unis. Et bien sûr, candidat, pas plus de on ne peut pas être candidat. Ah oui, un 3e mandat. Attends. Alors comment je vais corriger ça? Je vais laisser l'écrire. Voilà, pardon. Ça marche. Je fais un test en direct. Alors, 3e mandat. Alors, M. Voilà. Alors, M-A-N-D-A-T. Pas plus de 3e mandat. Donc, il a eu de la chance parce que c'est pour Biden la 3e fois qu'il se présente. Non. Non, c'est la première fois en fait. C'est la 3e fois qu'il a essayé d'être candidat chez les démocrates. Je vous raconterai un peu son histoire tout à l'heure. Donc c'est pour être... Voilà, on n'a pas le droit d'être pas plus de 3 fois candidat à la présidence. Donc comme c'est la 2e fois, enfin c'est la première fois qu'il est élu président pour Donald, il a tenté une 2e fois d'être président, c'est raté, donc il aura encore une dernière chance dans 4 ans pour être président. Voilà, donc 3e mandat, pas plus de 3e mandat. Cette disposition a été prise en 1951, suite aux 4 mandats de Franklin Delano Roosevelt. Voilà, je vous ferai voilà, je donnerai quelques noms des anciens présidents. Donc Roosevelt, lui, a fait 4 mandats, ainsi que George W. Bush, élu en 2000 et en 2004. Non, ainsi George W. Bush n'a pas pu faire de 3e mandat. Voilà. Il en a fait un en 2000 et un 2e mandat en 2004, et n'a pas pu se représenter aux élections de 2018. Donc on ne peut pas être candidat pour un 3e mandat, mais on ne peut pas faire 3 mandats. Voilà, 3. Un 3e mandat ou voilà, 3 mandats supprimés. Voilà. Alors les grandes étapes pour cette élection, l'élection présidentielle se déroule chaque année
chaque année bissextile. C'est bien de savoir. Donc tous les 4 ans. Donc, chaque année bissextile tous les 4 ans, sur toute une année. Alors voici les principales étapes. Chaque année électorale, plus d'une demi-douzaine de candidats souhaitent se présenter avec l'étiquette de l'un des 2 partis principaux. Le Parti républicain et le Parti démocrate. Donc on a, voilà, on va dire, non, je vais pas, non. Voilà, je raconterai toute l'histoire de la partie démocrate. Donc, oui, démocrate, c'est les bleus. Donc, voilà, j'écris en bleu, démocrate. Non, attends, il faut que j'efface parce que je pense que vous ne voyez pas ce que j'écris, donc voilà, donc hop, on efface. Il faudrait que je filme avec un plus grand cadre, mais voilà, c'est pas grave. Donc hop, on efface ça, les 3 mandats et le 3e mandat. Non. Ok, je vous fais pas de. Ok, je vous fais pas de. Si, on va le faire ici, hop. On va le faire ici, donc en bleu, on a donc de ce côté-ci, alors j'écris de travers, démocrate, et de l'autre côté, hop, les républicains. Alors je vous expliquerai également l'histoire de l'âne et de l'éléphant. Voilà. Parce que je ne sais même plus qui a le symbole de l'âne et qui a le symbole de l'éléphant. Voilà, mais ça, il faut que je trouve les infos sur les 2 partis politiques plus tard. Voilà, ces candidats font campagne au sein de leur parti afin de s'assurer des soutiens politiques et recueillant des fonds pour financer leur campagne. Voilà, donc voilà, c'est comme si, bien sûr, la gauche et la droite, c'est ça, je ne me trompe pas, la gauche et la droite, gauche démocrate, droite républicain. Voilà, c'est un peu les primaires de la gauche et de la droite en France. Voilà, sauf que ça fait plus longtemps qu'ils le font à chaque fois, les primaires, aux États-Unis. Voilà. Et tout ça, bien sûr, les élections primaires sont organisées pour désigner dans chaque État les délégués qui éliront le candidat de chaque parti. Donc, attends. Donc là, il y a des primaires qui se déroulent dans chaque État et qui désignent des délégués qui représenteront. D'accord, donc chaque État font déjà un vote pour savoir qui seront les délégués qui pourront voter pour le candidat de chaque parti. Chaque État organise ses élections primaires selon un calendrier et des modalités particulières pour chaque État. C'est un peu compliqué. Ainsi, dans certains États, les électeurs votent à main levée, à l'ancienne, lors de réunions publiques. Ils ne sont pas trop nombreux. Les caucus, ça s'appelle les caucus. Ils donnent des noms à des trucs. Les caucus et les élections primaires ont lieu dans les premiers mois des années d'élection. Voilà. Une fois l'été arrive. Donc l'été. Ok, je suis dans le bon ordre. Alors, une fois l'été arrivé, la convention nationale de chaque parti se réunit pour désigner le candidat comme les résultats des primaires sont connus. Cette cérémonie est purement formelle. Voilà, pour dire, tiens, toi, tu vas être le candidat des démocrates, tu vas essayer d'être président. Le candidat à la présidence désigne lui-même le candidat à la vice-présidence. Voilà. Moi, j'ai le candidat. Bon, alors toi, hop, tu vas essayer de devenir mon vice-président. Une fois le vote achevé, le candidat désigne
le candidat désigné fait campagne avec l'aide de son parti. Voilà. Aidez-moi, aidez à... Non, c'est sympa avec de l'aide. Au début de novembre, donc novembre, par exemple là c'est novembre 2019, au début de novembre 2019, les électeurs... Non, c'est ça, de novembre 2019, c'était donc cette semaine. Au début de novembre, les électeurs américains votent pour l'élection de leur président, mais le scrutin est un suffrage indirect. Chacun des 50 États, avec l'Alaska et Hawaï. Chacun des 50 États ils élisent des grands électeurs en charge d'élire le président. Alors les grands électeurs, donc là j'ai une carte, bon, vous la voyez pas trop, voilà, j'ai réussi à sortir une carte avec les chiffres des différents nombres d'électeurs qui sont dans chaque État. Voilà, 34 en Texas, il y en a 55 grands électeurs en Californie. Tu vois, c'est quand même un gros avantage hein, de gagner en Californie. Après, il faut que l'adversaire se débrouille pour arriver à revenir sur lui en utilisant par exemple en gagnant tous les États qui sont là autour des grands lacs, hein, du lac Michigan, voilà. Alors, par exemple, tu en gagnes 10, 10, 17, 10, 20, 30, 30, 40, 40, et là, voilà, là, ici, là, tu dépasses les 55 de la Californie. Après, si tu ne gagnes pas là, tu essaies de gagner ici. Faire un petit 34 plus 27. Avec le Texas et la Floride. La Floride qui est vachement très indécis. Hein. Ou sinon, tu essayes d'avoir, voilà. Tu essayes d'avoir la Caroline du Nord et la Virginie. 13 et 15. Voilà, parce qu'après, voilà, tu as les petits États qui font 5. Tu vois, tu as les deux petits là au nord, les trois qui sont là, le Maine qui fait 4 grands électeurs. Voilà, c'est triste. Mais revenons aux grands électeurs. Parce qu'en fait, les grands électeurs vont se réunir, ils se réunissent au mois de décembre. Les grands électeurs se réunissent dans chacun des États pour élire officiellement le président et le vice-président des États-Unis. D'accord. Ok. Et le 20 janvier, alors c'est une date précise, hein, c'est le 20 janvier suivant l'élection. Donc l'élection c'est en 2020, donc le 20 janvier 2021, le nouveau président prête serment sur la Bible. Ils sont très croyants les Américains. Faites gaffe. Voilà, il met la main sur la Bible, voilà, c'est comme au tribunal. Au tribunal aussi, il pose la main et dit « Je vous jure de dire la vérité, rien que la vérité », et dit « Je vous jure, levez la main droite ». Évidemment, et là, c'est simplement la Bible pour dire « Ouais, je vais respecter, voilà, respecter la loi, respecter les commandements, etc. Voilà, je vais respecter, je ne vais pas faire de conneries avec ma fonction. » Alors, l'organisation du scrutin est incroyablement complexe. Le système d'élection américaine possède de nombreuses conséquences négatives. Alors officiellement, de nombreux petits partis peuvent exister, mais le mode d'élection empêche la représentation de ces petits partis. Seuls les candidats démocrates et républicains ont la possibilité d'accéder à la présidentielle. Voilà, par exemple, vous voyez, voilà, vous avez donc un exemple de ce qu'il pourrait imaginer dans les années futures. Regardez bien la série Designated Survivor avec Kiefer Sutherland qui joue le troisième homme dans cette fiction d'élection américaine. Voilà, c'est vraiment une fiction. Donc là, apparemment, dans la réalité, ça ne peut pas y avoir 3 candidats à la présidence américaine, sauf dans la fiction Designated Survivor sur Netflix. Une fiction très, très, très passionnante sur les coulisses de la présidence. Avec un président aussi amateur que Donald. Alors officiellement donc le système force le bipartisme. Voilà, c'est le système qui fait ça. La tradition qui fait ça aussi. Par ailleurs, une campagne électorale demande beaucoup de moyens, donc beaucoup d'argent, évidemment. Les petits partis,
Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les candidats doivent lever des fonds. Il y a d'abord l'argent dépensé lors des primaires. Les candidats ne peuvent pas faire de meeting partout sur le territoire. Voilà, ils doivent choisir, bon tiens, je vais faire un petit meeting en Californie, là, il y en a 55 à gagner, donc ça, faut que je les motive à voter pour moi. Bon, allez, voilà. Donc ça veut dire qu'ils font au moins un meeting en Californie, parce qu'il y en a beaucoup. Ils font des meetings au Texas, parce qu'il y en a beaucoup. Ils font des meetings en Floride, il y en a beaucoup. Et ça veut dire qu'ils font très peu de meetings là. Hein, Montana, Wyoming, Dakota du Nord, Dakota du Sud aussi. Là, il y a des faibles chances qu'il y ait très peu de meetings. Alors, j'en suis au meeting. Voilà, ils font des meetings politiques principalement dans les grandes villes. Hein, voilà, San Francisco, etc. Les discours sont filmés et retransmis à la télévision américaine. En France, nous, on le fait aussi un peu. Mais bon, eux, les Américains, ils ont du pognon pour en faire plusieurs dans la journée. Alors que nous, on n'en fait qu'une par jour. Une partie de la campagne est dépensée dans les publicités à la télévision. Nous, on en fait un petit peu moins de pubs. Hein. Les fameux petits spots pour les élections présidentielles. Voilà. Nous c'est archi méga réglementé, hein, par le CSA. C'est un excellent moyen de toucher un grand nombre d'électeurs. Voilà. Puis bon, aux États-Unis, il y a pas mal de chaînes. Il y a toutes les chaînes locales de chaque région. C'est comme s'il y avait des France 3 aux États-Unis. Voilà. Le nombre de gros électeurs est de 538. Voilà. À vous de faire plus 11 plus 7 plus 55 plus 5 plus 5 plus 9 plus 10 plus 5 plus 7 plus. Et en fait, la totalité, ça fait 538. Ce qui correspond aux effectifs de la Chambre des représentants. 435 personnes, plus ceux du Sénat, 100 personnes au Sénat. Plus 3 grands électeurs pour le district de Columbia. Alors, Columbia. Alors, où est-ce que je l'ai, le Columbia? Il est où le Columbia? Je le cherche. Mississippi, ici. Je ne comprends pas, mais c'est pas... Ah, Colorado, Mexique... Ok, on laisse tomber. On revient donc pour le district de Columbia oui, excusez-moi. En fait, le district de Columbia, c'est là où se trouve Washington, la capitale. C'est ça. Hein, DC, District of Columbia, avec les 3 électeurs. Les 3 grands électeurs du district de Columbia, donc la capitale Washington. Tous les États ne présentent pas le même poids. Le nombre de grands électeurs est proportionnel à l'importance de la population. Voilà, ça veut dire quand même, il y a quand même ici, en Californie, t'as quand même Los Angeles et San Francisco, 2 grandes villes très peuplées. 34, il y a quand même le Texas. Dallas au Texas. Pardon. Dallas au Texas. Ensuite 27, là t'as quand même la grande plage de Miami Beach. Exact. Hein, 4 enfin, là où ils lancent des fusées, il y a pas d'attraction de Disney World en Floride. Ensuite, voilà, t'as des grandes villes apparemment ici. Hein. Si t'as 21, 20 et 17, ça veut dire que t'as quand même t'as le Michigan, t'as Indianapolis, t'as Columbia et Springfield aux Illinois. Après voilà. Après t'as quoi d'autre? 10. Ah oui, 10, t'as l'Arizona, t'as la magnifique ville de Phoenix en Arizona. Voilà, par rapport au 11, parce que 11 t'as quoi? T'as l'État de Washington avec Olympia, la capitale de Washington. Après là, 3, bizarrement, t'as le Montana. Ça veut dire que c'est pas une ville importante. Voilà, alors donc les États qui se trouvent sur les côtes Est et Ouest concentrent le plus grand nombre de grands électeurs. Voilà. Par exemple, 27, et à l'autre bout, à 55 électeurs. Ce sont dans ces États qui se jouent l'élection américaine. En 2008, la Californie représente 55 grands électeurs.
Le Texas, 34. L'État de New York, 31. Voilà, après les chiffres peuvent aussi varier des fois. Voilà, des fois les chiffres peuvent varier, mais... Ah oui, 31, pardon, oui. Je cherchais le numéro 31. Je cherche le numéro 31. Voilà. L'État de New York. Et la Floride, donc 27. Tandis que les 8 États les moins peuplés n'ont que 3 chacun. Voilà, donc les 3 États les moins peuplés. Les 8 États les moins peuplés. Alors, il y a le Wyoming, Dakota du Nord, Dakota du Sud. Après le Dakota du Sud, tu as l'État donc le Delaware, pardon. Voilà, le Delaware. Ensuite, tu as le petit État du Vermont. Le Vermont avec une ville qui s'appelle Montpellier, si je ne me trompe pas, dans le Vermont. C'est tout après les 3. Voilà. Pour emporter tous les grands électeurs d'un État, il suffit d'obtenir la majorité relative des voix de son État. Un candidat peut donc remporter une élection américaine même s'il l'obtient avec moins de la moitié des voix des électeurs ou même en ayant moins de voix que son principal concurrent. Voilà. Ce fut le cas de George W. Bush en 2000 contre Al Gore. Car ce qui compte, c'est le nombre de grands électeurs. Voilà, le taux de participation à l'élection est traditionnellement bas, autour de 50%. Là, cette année, bizarrement, ok. Je surveille en même temps parce qu'il ne faut pas que je rate le discours du gagnant. Alors, on finit avec le droit de vote. Parce qu'en fait, ceux qui ont le droit de voter, alors le droit de vote a été très progressivement donné à tous les citoyens américains. Les hommes blancs qui ne sont pas propriétaires. Alors, les hommes blancs qui ne sont pas propriétaires terriens votent depuis 1856. Les hommes noirs théoriquement depuis 1870. Mais en pratique, dans le sud du pays, de nombreux noirs ont été exclus du droit de vote jusqu'en 1965. Les femmes ont le droit de vote depuis 1920. Les Amérindiens votent depuis 1924. Les habitants du district de Columbia, donc du côté de Washington, depuis 1961. Et les personnes entre 18 et 21 ans, les jeunes ados, les jeunes adultes, ceux qui ont la majorité, bien sûr, ont le droit de voter depuis 1971. Voilà. J'ai encore un tout petit peu de temps, donc on va parler... Voilà, demain, voilà, la prochaine partie, ça sera bien sûr des questions sur la vice-présidence et la présidence. Mais on va parler des présidents américains, donc depuis 1989. Depuis 1989, donc on a commencé monsieur par George Washington. On a donc ensuite un certain Thomas Jefferson en 1801. Non, ok, on va passer directement au... Voilà, on a bien sûr Edgar Hoover, Roosevelt, Truman, Eisenhower, les années 30, 40, 50 Eisenhower, les années 60 avec Kennedy et Johnson, ensuite on passe dans les années 70 avec Nixon, Ford et Carter, les années 80 avec Reagan et George Bush le père, années 80, années 90 George Bush, Clinton, et les années 2000 donc George W. Bush fils, junior, entre guillemets, 2009 Obama, 2017 Donald Trump et 2020 donc pour le moment c'est Joe Biden. Voilà. Ok, 1901 Roosevelt, voilà, Harding en 1921, Coolidge en 1923, après on va pas remonter à Garfield, Johnson, Lincoln, Fillmore, Taylor, Harrison, Van Buren,
Adams, n'a aucun rapport avec la famille Adams qui fait peur. Voilà, en gros. Alors, en fait, on va parler surtout de la vice-présidente. La vice-présidente, non, j'enlève la casquette parce que c'est un peu nul. Kamala Harris. Kamala Davi Harris. Née le 20 octobre 1964. Elle a 20 ans plus que moi. À Oakland, en Californie. Ici, Californie. Là, si vous voulez. Elle est surtout connue du fait de sa désignation comme colistière pour le candidat démocrate Joe Biden. Voilà, c'est-à-dire comme candidate à la vice-présidente. Pour l'élection présidentielle américaine de 2020, contre le binôme républicain de Donald Trump et Mike Pence, qui ont perdu cette élection. C'est la première femme afro-américaine à occuper cette place. Kamala Harris a des parents d'origine américaine et jamaïcaine. Voilà. Couleur de peau, noir, marron clair, on va dire. Voilà. Comme j'ai pas la photo, là, je vous la décris plus ou moins. Voilà. Donc style américano-jamaïcaine. Voilà. Née en 64. Donc elle est membre du Parti démocrate, bien sûr. Pour être avec Joe, faut être du même parti. Et sénatrice est sénatrice pour la Californie depuis 2017. Donc jusqu'à maintenant, elle était avant sénatrice. Elle était auparavant procureure générale de Californie. Elle était dans le milieu de la justice de 2011 à 2017. Voilà. Elle se porte candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. Bah, avant d'être candidate à la vice-présidence, elle était un peu l'adversaire de Joe Biden quand il faisait les primaires démocrates. Donc voilà, elle s'est portée candidate pour désigner le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump. Elle retire sa candidature avant le début officiel des primaires. Voilà, puis je dis, mes autres adversaires sont beaucoup trop forts, sont beaucoup trop... Enfin, voilà, là, mon texte, il ne dit pas pourquoi. Le 11 août 2020, Joe Biden la désigne pour être sa colistière. Et donc la candidate démocrate à la vice-présidente des États-Unis. Principalement, Kamala Harris s'inscrit dans une ligne... Alors là, on parle un peu des idées politiques. Hein. Une ligne modérée et centriste au sein du Parti démocrate. Elle se rapproche de Joe Biden, dont elle est la colistière à l'occasion des élections présidentielles 2020. Voilà. Voilà. J'ai pris un résumé très court hein, de Kamala Harris. Voilà, après j'ai pas les photos, voilà, j'ai pas pris les photos, j'ai pris uniquement les textes. Voilà, parce que j'ai un tout petit peu de temps, voilà, pour le moment ils font la fête chez Joe. Alors Joe, où est-ce que je vais Joe? J'ai Joe. Alors je cherche le texte sur Joe. Alors, voilà, président, c'est sur le dos du... Ok, on va faire un petit résumé très court après. Alors, Joe Biden. Ah, un truc intéressant, c'est que son nom complet, c'est Joseph. Joseph, Joe, un petit raccourci. Son deuxième prénom, c'est Robinette. Voilà, Joseph Robinette Biden Jr. Voilà. Dit Joe Biden. Voilà, il a fêté il a fêté son anniversaire bientôt, le 20 novembre. Voilà. Il est né en Pennsylvanie. Donc là, on est dans l'état de Delaware. Il va faire son discours dans l'état de Delaware. Alors, Pennsylvanie, c'est juste là. Et où est-ce qu'il est le Delaware? Alors, Delaware, c'est juste à côté. En fait, voilà, t'as le Pennsylvanie, c'est là où il est né, et le Delaware, c'est là où il va faire son discours de gagnant. Et après, Washington, ça sera sa nouvelle résidence pendant 4 ans. Voilà. Alors, un homme d'État américain, il a été vice-président des États-Unis de 2009 à 2017 sous la présidence de Barack Obama. Il fait partie du
du Parti démocrate américain. Donc c'est le numéro 46, ou le numéro 46, hein, le 46e président. Ok, 46, numéro 46. Joe Biden a par le passé été marié et a eu 3 enfants. Voilà, sa fille est morte avec leur mère dans un accident de la route, percuté par un chauffard. Voilà, il a aussi 2 fils, dont un qui est aujourd'hui un homme d'affaires. Alors, donc, carrière politique, il a commencé d'abord par être sénateur fédéral. Donc, sénateur d'un État fédéral pour le Delaware, donc, là où il va faire son discours ce soir. De 1973 à 2009, il est considéré comme appartenant à la droite du Parti démocrate. Il préside le comité judiciaire et criminel de la Chambre haute du Congrès de 1987 à 1995. Il dirige aussi 2 fois le comité des affaires étrangères du Sénat entre 2001 et 2009. Voilà, il est passé par le côté justice et le côté affaires étrangères. Il est candidat donc aux primaires démocrates de 1988 où il doit se retirer après avoir été accusé par son concurrent d'avoir plagié le discours de campagne du leader travailliste britannique. Voilà, et donc ça veut dire qu'il a t'as triché, t'as copié. Et donc là, il se retire. Ensuite, il est redevenu candidat aux primaires démocrates de 2008, face à Barack Obama, bien sûr, Hillary Clinton et John Edwards. Voilà, ils étaient 4. Il se retire au tout début. Il est finalement choisi par Barack Obama pour être candidat à la vice-présidence des États-Unis en vue de l'élection de 2008. Il est élu avec celui-ci et devient le premier vice-président catholique dans l'histoire américaine. Voilà, les Américains étant majoritairement protestants. Et ensuite, bien sûr, il a fait le 2e mandat en 2012 avec Barack Obama. Et bien sûr, on sait qu'il a été candidat aux primaires présidentielles démocrates en 2020. Il est favori, opposé au candidat indépendant Bernie Sanders, aux idées bien plus marquées à gauche. Il remporte la primaire après le retrait de Bernie Sanders. Et bien sûr, il choisit Kamala Harris comme colistière, candidat avec lui qui occupera le poste de vice-président des États-Unis en cas de victoire. Voilà, il est proclamé élu le 7 novembre 2020, aujourd'hui, après 3 jours d'incertitude. Voilà, donc la suite, ce sera après le discours de Joe Biden, où je vous raconterai évidemment les fonctions de vice-président et de président. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir des petites différences entre ces 2 fonctions. Voilà, donc voilà, une petite précision, le vice-président des États-Unis est une personnalité politique qui remplace le président des États-Unis en cas de décès ou de démission. Voilà, l'actuel vice-président des États-Unis est donc Mike Pence jusqu'à bientôt, entré en fonction en même temps que son président Donald Trump le 20 janvier 2017. Ça fait quand même bien 4 ans. Voilà, vous parlerez bien sûr des fonctions, de l'éligibilité, du mandat. C'est tout que ça. C'est tout. Après, bien sûr, on fera également la partie du président, avec bien sûr le chef du pouvoir exécutif, le rôle législatif du président et le pouvoir du président. A cependant quelques limites. Ça sera à découvrir dans ma 2e petite partie, évidemment, après ces magnifiques écritures que j'ai fait sur mon petit tableau. Après, je ne parlerai pas uniquement des États-Unis, parce que après, j'aurai droit à une petite partie, ça s'efface bien, une petite partie française, mais ça sera une autre histoire. Alors, hop, j'enlève tout ça. Je reviens dans quelques petites minutes pour la suite, dans quelques petites secondes, bien sûr. Ça sera une petite coupure, mais je reviens dans quelques minutes, parce que là, dans 4 petites minutes, je vais pouvoir voir le discours. Bon, on est quand même samedi, on est quand même de la nuit de samedi à dimanche, il est pratiquement 2h du matin. Je vais suivre le discours pour savoir ce qu'il va dire,
parce qu'il a quand même dit pendant ces 3 soirées de dépouillement, il a dit soyez patients, on va gagner, même si l'autre il disait ouais c'est bon on a gagné, c'est bon, pas la peine, arrêtez les votes, si je mène on arrête le vote, voilà bon, voilà, il y avait quand même le slogan que les Américains disaient bien sûr, chaque vote compte, chaque vote est important, même ceux qui sont envoyés par correspondance, ce qu'on va risquer, voilà, c'est ce qui va bientôt nous arriver, donc je pense pour les prochaines élections, s'ils ne décident pas de reporter les élections régionales qui auront lieu au printemps 2021. Voilà, après les élections américaines, les prochaines grandes élections, ça sera les nôtres, ça sera pour les élections régionales et aussi départementales, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est pour voter pour élire les députés. Non. Oui, pour élire les députés. Oui, chez nous aussi, c'est peut-être un peu moins compliqué, mais un peu difficile à expliquer là. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'on est toujours en Vigipirate, alerte attentat, urgence attentat, et bien sûr, ne pas oublier qu'on est en confinement pour encore une dizaine de jours, donc n'oubliez pas l'attestation dérogatoire de déplacement pour se déplacer. Voilà, attestation de déplacement dérogatoire. Voilà, avec les cases à cocher, etc. etc. Voilà, signé, daté, etc. Et donc, on va se retrouver donc tout de suite, si le discours n'est pas en retard. Voilà, donc on a encore 2 petites minutes. Non, on va faire une pause et je vais peut-être même changer d'ambiance. Voilà, c'était une ambiance blanche, calme. Là, on va changer de lumière pour la deuxième partie de ma vidéo, où on parlera de quelqu'un. Vous verrez bien. Voilà, ce sera évidemment l'occasion pour moi de me mettre une autre casquette. Un casquette France. Ok? Alors, on se quitte quelques petites secondes. Le temps d'un petit jingle que je décide d'en rajouter dans mes prochaines vidéos, des petits jingles. Et on se retrouve donc tout de suite pour la suite. Voilà, et on fera évidemment le point sur le discours de Joe Biden, élu 46e président de la République, 46e président des États-Unis. Voilà. Ouf. Bon allez, je vais boire un coup avant de voir le discours et on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Coucou, me revoilà avec mon tableau blanc, un de mes sujets dont je vais vous parler, de YouTube, mais juste avant, je vous ai promis que j'allais vous parler du président et de la vice-présidence. Alors, hop, voilà. Alors, je me prends un petit support sympathique, la carte du pays. Alors, le président des États-Unis, on va tout de suite démarrer par le sujet, évidemment. Le président est élu pour un mandat de 4 ans. Hein, vous voyez. Donc YouTube, ça sera pour plus tard. Pour le moment, c'est donc le président. 4 ans. Il est le chef du pouvoir exécutif. Le président actuellement en fonction, c'est... comment je vais l'écrire? Hop là, j'efface. Hop. Voilà. Majuscule. Pardon. Voilà. Il sera remplacé le 20 janvier 2021. Donc, hop.
le 20-01-2021, il va être remplacé par, hop, si j'arrive à le mettre, ouf, ça rentre, Joe Biden. Donc l'élection présidentielle américaine, donc lui bien sûr elle a été élue par les élections. Voilà. Alors, l'élection présidentielle américaine permet de choisir le président et le vice-président des États-Unis. Donc là, je mets vice-président. Voilà. Oui, ça permet d'élire le président. Les élections, c'est pour le président, c'est les élections. Donc les élections, ça permet aussi d'élire un vice-président. Le choix des candidats et l'élection durent environ 1 an. Donc, comment je vais marquer ça? Ça et ça. Hop. Le choix. Ah non. D'accord? Voilà, le président va être élu pendant 4 ans. Et lors de cette 4e et dernière année, on commence déjà à faire le choix de celui qui va être candidat pour les élections, pour la vice-présidence et pour la présidence. Le président est le chef du pouvoir exécutif, mais malgré le principe de séparation totale des pouvoirs, alors il est voulu par les auteurs de la Constitution, le président a petit à petit obtenu une partie du pouvoir législatif. Voilà, donc le chef de l'État, il représente le pays. Hein, les États-Unis. Et il est le symbole de son unité. Ça veut dire, je sais pas, il représente l'unité. Les 50 États. Voilà. Le chef du pouvoir exécutif, il est le chef du gouvernement. Donc, alors... Donc le vice-président, on verra ça tout à l'heure. Alors hop, élection. Voilà. Hop. Attends. Putain, avec les reflets, ça marque le tableau. Bon, finalement, je vais peut-être... Donc, on passe à la suite. Donc, le chef du pouvoir exécutif. Donc, alors, je vais prendre une couleur. On va prendre, hop, du vert. Non, rouge, ok, rouge. Hein, couleur du gris. Alors, on passe au rouge. Avec le rouge, donc, on va parler donc du pouvoir. Donc, alors, si vous arrivez à lire ce que j'ai écrit en rouge, donc le président. Bon, voilà, le chef du gouvernement, le président. Et il est le chef du gouvernement. Donc, il gère la ministre. Alors, si j'avais rentré, administration. Je suis un peu protocole, moi, en ce moment. Je vais surtout tout le temps essayer de faire mon petit côté protocole. Alors, le président, donc, il est le chef. Voilà, donc, voilà, chef. Non, pas chef, chef. Ah, ouais, j'ai pris un gros tampon, alors. Ok, j'ai pas envie de me salir les doigts, donc c'est pas grave. Alors, il est chef du gouvernement. Il choisit des ministres. Ok, donc.
attends, on va cacher le logo YouTube par... Hop. Voilà, parce que c'est pas le sujet pour le moment de ma vidéo. Alors, on continue avec le chef du gouvernement. Donc il choisit les ministres. Alors, tu as d'un côté les ministres, et de l'autre, ok, je vais t'y rentrer. Donc les ministres d'un côté et les hauts fonctionnaires. Voilà. Voilà, fonctionnaires. Ok. Alors les ministres, bien sûr, donc ministre, c'est plutôt... Voilà, je vais mettre un exemple pour les ministres. Alors les ministres, c'est les secrétaires ouais, des apostrophes, les secrétaires d'État. Et du côté des fonctionnaires, on a par exemple le directeur du... Alors, ça peut être le FBI ou la NASA. Et oui, et bien c'est le président qui dit qui c'est qui va diriger une grande agence d'investigation fédérale, investigation, voilà. On s'en fout. Voilà. Le principal, c'est qu'il nomme des personnes qui gèrent les investigations et les recherches aérospatiales, la NASA. Voilà. Ceux qui doivent cependant être acceptés par le Sénat, après avoir subi une audition serrée. Non, c'est que eux, au moins, pas. Le chef, il propose un secrétaire d'État, un directeur du FBI ou de la NASA, mais il faut qu'il y ait cependant, il faut qu'il soit accepté par le Sénat. Et oui. Voilà, donc je vais faire une flèche ici, une flèche là. Donc ça, l'accord du Sénat. Ok? Alors oui, président, on verra ça tout à l'heure. Alors, le Sénat. Ceux-ci doivent cependant accepter par le Sénat après avoir subi une audition serrée. Les auditions sont surtout télévisées. Quasiment. Quasiment toutes les décisions sont télévisées. Américaines. Il nomme aussi les ambassadeurs. Ah oui, les ambassadeurs. Alors, l'ambassade des États-Unis en France, le gars qui s'occupe de l'ambassade des États-Unis en France, est choisi par le président des États-Unis. Et non, c'est pas nous qui décidons qui va représenter les États-Unis en France. Donc je parle de quoi là? Ah oui. Donc là on passe directement aux ambassadeurs, ambassadrices bien sûr, au masculin comme au féminin. Alors les ambassadeurs et les juges. Alors les juges, plus précisément de la Cour suprême. D'accord? Donc on a fait donc le premier échelon, les ministres, les fonctionnaires, deuxième échelon, l'ambassadeur et le juge et les juges de la Cour suprême. Voilà. Parce qu'en fait, le président Trump a quand même envoyé 3 juges qui sont de son côté. De son côté des républicains. Voilà. Parce que maintenant, la Cour suprême, il est plus du côté de Trump que de Biden. Voilà. Mais ça va être un autre sujet. Alors, donc là, on parle surtout de tout ce que fait le président. Donc, il nomme les ambassadeurs et les juges de la Cour suprême des États-Unis lorsqu'un des 9 postes devient vacant. Voilà.
Donc, voilà, donc il y en a 9. 9 juges. 9 juges dans la Cour suprême. Donc il en a nommé déjà 3 pendant ce mandat. Il en a donné 3 du côté des républicains. Il négocie et signe les traités internationaux. Donc, ok, je vais pas noter ça. Alors, il négocie et signe les traités internationaux qui doivent cependant être ratifiés, enfin votés par le Congrès, ça veut dire ratifié ou voté, c'est la même chose, par le Congrès. Voilà, parce que en fait, ok, plus tard, on parlera plus tard du Congrès. Il est le commandant en chef des armées. Ah, de tous les armées. C'est comme en France, hein. En France aussi, le président est aussi le chef des armées. Donc je le mets quand même. Hein. Chef des armées. Ok. Non. Merde. Là, je suis coincé. Ok, on va tricher un peu. Hop. C'est pas évident. Alors, du coup, hop. Du coup, on efface tout. Voilà. Ok, on recommence tout. La suite. Ah. Ok, on recommence tout. Alors, on recommence ici. Le président. Avec un accent. Donc, lui, il est... Désolé, je ne sais pas. Merci. Non, faut que je... Hop là. Ah. Alors, donc, commandant... Alors, heureusement que j'ai le texte. Alors, voilà. A-N-D... A-N-T. Voilà, commandant. En... Oh là, pardon. En chef des... armées. Voilà. On s'en fout un peu des accents. C'est des majuscules. Alors, même si ça existe. Donc, il est là. Il est commandant en chef des armées des États-Unis. Chaque année, il rend compte de son action gouvernementale. Chaque année, il rend compte de son action gouvernementale et annonce son programme pour l'année à venir. Alors lui, il fait un long discours, tous les ans. Hein. Alors ça s'appelle... Alors j'essaie de le marquer sur une ligne. Alors, le discours... on va faire des abréviations. Non. Discours sur... Voilà, hop. Sur l'état de l'Union. Alors en fait, c'est un discours, il fait le point sur dans quel état est le pays. Voilà. En traduisant la signification, voilà, il fait le point tous les ans pour savoir dans quel état est l'Union, le pays. Voilà, l'Union des 50 États de ce beau pays. Qu'il fait devant le Congrès. Alors bien sûr, il fait ça, hop, le discours, hop, au Congrès. C'est ce programme qui sert de base sur une grande partie du travail. Alors, c'est le programme qui sert de base pour une grande partie du travail législatif du Congrès. Voilà. Voilà. Il annonce ce qu'il a envie de faire l'année qui suit. Voilà. Il donne des indications au Congrès pour savoir ce qu'il a l'intention de faire dans l'année qui vient.
Alors maintenant, on a parlé du rôle, on a parlé du côté chef du pouvoir. Maintenant, on va parler de son rôle législatif. Les règles. Dans certaines circonstances, il peut opposer son veto à des discussions du Congrès. Alors, il peut poser son veto, ça veut dire... voilà, ça sera à vous de chercher. J'arrive pas à l'expliquer. Il inspire aux membres du Congrès qui sont du même parti que lui, donc ça veut dire bien sûr que là du coup, que lui, d'accord, il inspire aux membres du Congrès qui sont de même parti que lui des projets de loi qui sont soumis au vote du Congrès, en indiquant par avance qu'il userait de son droit de veto si une clause est inscrite ou bien non inscrite dans le texte soumis au vote. Il influence le travail des deux chambres du Congrès. Ok, d'accord. Mais le pouvoir a ses limites. Le pouvoir du président a cependant certaines limites. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, le président? Ben, le président, il ne peut pas accomplir plus de 2 mandats. Ben non. Voilà, on va dire ça. Hop. Donc 2 mandats. Donc ça veut dire qu'il est élu tous les 4 ans, donc ça fait 8 ans. Pas plus. C'est ça? Voilà, sur 8 années. Décision prise après les 4 mandats successifs du président Franklin Delano Roosevelt de 1933 à 1945. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Ben non. Je crois qu'en France, le président français, lui, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, dissoudre... Ah oui, donc dissoudre les chambres. Voilà. Alors lui, il ne peut pas... Je mets une croix. Dissoudre, non. 2 mandats, 8 ans. Maxi. Bon. Ok. Il ne peut pas dissoudre les chambres que forme le Congrès. Ouais, donc en fait, ouais, les chambres. Donc ça a une petite flèche. Voilà, c'est-à-dire que le Congrès, c'est voilà, ce qui concerne la dissolution des chambres. En cas de faute grave, le président peut être mis en cause devant le Sénat. Et puis bien sûr, pour vous expliquer, c'est que bien sûr, Donald Trump a été mis en cause pour son élection il y a 4 ans. Il a été mis en cause avec des soi-disant discussions avec la Russie. Voilà. Des accords avec la Russie pour l'aider à gagner les élections il y a 4 ans. Il a été auditionné et malheureusement il a été blanchi. Voilà. Ils ont laissé tomber l'affaire que les démocrates ont décidé de... Ils ont essayé de le destituer avant la fin de son mandat. Ils se sont vengés à l'élection en gagnant grâce à Joe. Donc je parle évidemment donc de la... Voilà, en cas de faute grave du président peut être mise en cause devant le Sénat. Alors je vais vous écrire. Alors comment je vais marquer ça alors, destituer, c'est fait. Ok, ok. Alors, le nom, c'est... Alors, ça commence par un I. I-M P-E-A-C-H. C'est ça. M-E-N-T. Impeachment. L'impeachment. Impeachment. 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 Oui,
Oui, c'est vrai qu'au milieu, il y a le mot piche. Voilà. Voilà, je le décompose. Hein. C'est im, impossible. Piche, je sais pas trop. Voilà, c'est pour l'empêcher. Voilà, c'est un empêchement. Voilà. Ça doit signifier comme ça. Voilà, je le traduis par un empêchement. Ça s'écrit à peu près pareil. Il peut alors être destitué ou contraint à démissionner. Sympa. Voilà, ce fut le cas du président Nixon après le scandale du Watergate, bien sûr, que tout le monde connaît. Évidemment, si jamais le président meurt, il décède, en cas de décès, ou de maladie grave. Voilà. Par exemple, si dans les 4 ans qui viennent, Joe Biden est gravement malade, il a attrapé le coronavirus, hein, le Covid-19, et ben du coup, en cas de décès ou de maladie grave constatée par le Sénat, ah oui, il faut quand même que le Sénat il se dise, il n'est pas un peu malade, là, le président, hein? C'est ce qu'on constate. Ou si jamais le président démissionne, il est immédiatement, il est tout de suite, on repasse tout de suite par le vice-président, qui dispose de tous les pouvoirs présidentiels. Voilà. Après, je vous expliquerai déjà ce que le vice-président a comme pouvoir pendant que le président est toujours vivant. Voilà. Évidemment, si le président meurt, c'est le vice-président. Donc on dit bien que, bien sûr, il y a un peu de chance que Kamala Harris, soit elle devient président pour une partie des 4 ans de... On ne sait jamais, hein, parce que quand même, Joe Biden est quand même très, très, très âgé. 70 ans au moins maxi. 74 ans, je crois. Joe Biden, 74 ans, et Donald Trump, je crois qu'il en a à peu près 70 ans. Voilà, parce que dans 4 ans, dans 4 ans, Donald Trump aura le même âge que Joe Biden maintenant. Ok. Maintenant que le président c'est fait, maintenant on passe au vice-président. Alors, la vice-présidente plutôt maintenant, parce qu'il faut qu'on appelle la vice-présidente. Alors, la vice-présidente. Alors, du coup, j'ai pas le truc assis, j'ai le truc là-bas. Voilà, mon petit support. Voilà, ça tient sur une feuille en fait, la vice-présidente. Bon, je l'ai mis en format portrait. Alors, on va le marquer ici. Voilà, vice, pré. Alors du coup, c'est pas grave, je dépasse. Alors, vice-présidente est une personnalité politique qui succède et remplace le président des États-Unis en cas de décès ou de démission, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'actuel vice-président s'appelle Mike Pence. Alors, P-E-N, alors où est-ce qu'il est? Voilà, P-E-N-C-E. Entré en fonction en même temps que son président Donald Trump le 20 janvier 2017. Alors, le vice-président des États-Unis est le premier sur la ligne de succession présidentielle. En effet, si le président meurt, démissionne ou il est destitué de ses fonctions, voilà, je fais un petit rappel, c'est à lui qui revient le pouvoir. Le vice-président n'a pas de rôle exécutif. Donc, hop. Rôle exécutif. Niet. Pas de rôle exécutif. Voilà, il ne donne pas des ordres, en fait. Mais il est le président, mais le vice-président est il est quand même le chef, on va dire, président du Sénat. Voilà.
Le vice-président dirige le Sénat. Flèche. Alors, voilà, il s'occupe de tout ce qui se passe au Sénat américain, bien sûr. Le vice-président est aussi chargé de représenter le président en son absence. Voilà. Quand il est en voyage, c'est le vice-président qui... Voilà, mais ça je ne manque pas, vous le savez. Voilà. C'est comme en France, hein, bien sûr, le Premier ministre qui remplace le président quand il ne peut pas, par exemple, aller samedi matin